Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous avez du mal à vous endormir ou alors vous vous réveillez brutalement à 3 heures du matin sans pouvoir vous rendormir ou encore vous êtes fatigué toute la journée alors que vous avez dormi 8 heures. Eh bien, si ces problèmes de sommeil étaient dus à des stresseurs invisibles et donc par définition difficiles à identifier, eh bien, comptez sur nous pour les rendre visibles aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Vous en avez marre de ces nuits sans sommeil, à écouter les autres dormir ou ronfler, de ces journées passées dans le brouillard, ou encore de tous ces traitements allopathiques, somnifères, anxiolytiques et j'en passe, qui en plus d'être dangereux, ne seront pas efficaces sur du long terme. Eh bien, notre émission devrait particulièrement vous intéresser aujourd'hui. Mes deux invités sont des spécialistes de l'insomnie. Elles ont des solutions à nous proposer que vous n'avez sans doute encore jamais essayées et surtout qui marche, n'est-ce pas Aurélie Montin? Bonjour, vous êtes consultante spécialiste du sommeil chez l'adulte, mais vous ne faites pas ce métier par hasard parce que vous-même, vous avez souffert d'insomnie chronique sévère pendant 15 ans et vous en êtes sorti par des moyens naturels et vous avez eu envie d'aider tous ces autres insomniaques en errance médicale. Vous êtes une sorte de coach du sommeil pour accompagner vos patients. Vous avez créé Sleep Angel avec Caroline Ferriol, qui elle est spécialisée dans le sommeil des enfants. Et vous êtes également l'auteur du podcast Insomnie hors de mon lit. C'est le podcast numéro 1 sur ce sujet. Donc un grand merci d'être avec nous. Nous avons également beaucoup de chance d'avoir avec nous Béatrice Levinson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe spécialiste GAPS. C'est une formation particulière, hein, c'est ça? Oui. Aux États-Unis. Oui. Et le sommeil est l'un de vos sujets de prédilection. Et je sais que vous participez régulièrement au podcast d'Aurélie. Donc, je suis contente de vous avoir réunis toutes les deux sur le plateau de La Santé d'abord. Donc, voilà, notre sommeil est entre de bonnes mains. Et justement, quelle perception les Français ont-ils de leur sommeil? Aujourd'hui, en 2024, ils se sont confiés au micro de notre journaliste. Je dors insuffisamment, je dors à peu près 6 heures dans la semaine et 7 heures le week-end. 8 heures, 9 heures, c'est bien, mais c'est rare. Souvent, c'est plutôt autour de 7 heures. Il y a des jours où je dors bien et puis d'autres où c'est plus compliqué. J'ai la chance d'avoir toujours bien dormi, sauf journée exceptionnelle. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de dormir? Peut-être des journées où je fais pas grand-chose, où physiquement je me dépense pas, j'ai peut-être plus de mal à m'endormir. Je bois beaucoup de café, c'est peut jouer. J'ai une petite fille de 2 ans qui dort pas trop bien. Les soucis du quotidien qui rentrent souvent la nuit, ils sont beaucoup plus stressants à gérer la nuit que la journée. Je viens de découvrir il y a quelques mois que je faisais de l'apnée du sommeil. Et donc, je suis appareillé depuis le mois de décembre. Ça m'est arrivé de prendre des petits trucs pour m'aider à m'endormir, là, mais des trucs sans ordonnance. J'ai commencé à faire une petite tisane que je bois avec le banane, en fait, qui m'aide un peu, je pense. Et rien que le fait de prendre des plantes sans substitut chimique, ça reste quand même très efficace. Mais on en reste quand même dépendant, on a peur de ne pas réussir à s'endormir si on ne les prend pas quand même. Je lis toujours avant de m'endormir, sinon c'est pas possible. J'évite de finir la journée par la télé ou le téléphone. Je préfère prendre un bouquin ou faire autre chose avant d'aller me coucher, c'est vrai que ça m'aide. Penser à sa journée, les points positifs et aux points positifs du lendemain et parfois ça marche. Voilà, des pensées positives, un petit peu de lecture. Je ne peux pas m'endormir sans avoir lu quelques pages. Mais en tout cas, c'est vrai que le sommeil, on adore parler de ça en France. Peut-être parce que nous manquons de sommeil. En 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil selon une étude INSERM, ce qui veut dire que nous dormons aujourd'hui en moyenne 6h42. C'est la première fois que ce chiffre passe en dessous de la barre des 7 heures minimales quotidiennes, qui sont normalement recommandées pour une bonne récupération. Et aujourd'hui, en France, quand même, 1 personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. C'est quand même beaucoup. Et on a raison, Aurélie, de s'en préoccuper parce qu'un sommeil de mauvaise qualité, ça rime généralement avec mauvaise santé. Et vous pouvez en témoigner. Pendant vos années d'insomnie, vous n'étiez pas au top de votre forme. Oui, effectivement, tout à fait. Parce que le sommeil, c'est vraiment un pilier de notre santé. Donc, quand on en manque, finalement, ça affecte toutes les sphères de notre bien-être, donc que ce soit au niveau émotionnel, mental,
au niveau immunitaire, au niveau de sa récupération, au niveau de sa concentration, le brouillard mental, même l'irritabilité. En fait, tout notre être est impacté par le manque de sommeil. On mange plus aussi, on peut avoir des compulsions alimentaires. Compulsions alimentaires et puis notre relation aux autres est aussi altérée. On a plus de mal à être pleinement joyeux et puis optimiste et motivé dans ce qu'on fait. Ouais, on voit tout en noir, ça c'est vrai. C'est ça. On dort pas assez. Et vous, Béatrice, est-ce que vous avez souffert d'insomnie aussi? Alors oui, suite à de gros stress, la perte d'être cher et puis à la ménopause. Ça, on va en parler tout à l'heure de ces stresseurs invisibles. Est-ce que derrière ces histoires de petits dormeurs comme Napoléon, Churchill ou aujourd'hui Gabriel Attal ou Emmanuel Macron qui se vantent d'avoir seulement besoin de 4 à 5 heures de sommeil et ces histoires aussi de gros dormeurs comme Albert Einstein, est-ce qu'il y a une réalité scientifique? Est-ce que notre sommeil est déterminé génétiquement? Alors, il semblerait qu'il y ait une petite composante génétique dans le sommeil par rapport à la plage de sommeil, si on se couche plutôt tôt, si on se couche tard, si on dort peu ou pas. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui impacte le plus notre possibilité à bien dormir et à avoir un sommeil récupérateur. Ça va plutôt être l'âge, les moments de la vie, les saisons, si on est malade ou pas, selon ce qu'on fait dans la journée, nos habitudes. C'est plus ça qui va déterminer finalement combien de temps on va avoir besoin pour se sentir bien le lendemain. Alors, bien dormir, ça veut dire quoi? Comment savoir si on a un sommeil de bonne qualité? Bien, direction l'hôpital privé des Côtes-d'Armor, dans le service du docteur Véronique Mounaillard, où votre sommeil va être examiné sous toutes ses coutures. C'est ce qu'on appelle la polysomnographie et c'est un reportage d'Enzo Urien. Bonjour, monsieur Guillot, allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Je suis somnologue et j'exerce à Plérin, dans les Côtes-d'Armor, au sein de l'hôpital privé des Côtes-d'Armor. Donc, le patient est venu consulter initialement pour en fait, des événements qui surviennent au cours de la nuit. Les symptômes s'aggravaient et son épouse n'en pouvait plus, donc ils ont décidé de venir nous voir. Je me réveillais avec le cœur qui s'emballait carrément, c'est normal. Quelquefois même des transpirations aussi. La vidéo polysomnographie consiste à poser des capteurs de l'électroencéphalogramme et tout ça c'est couplé avec la vidéo, avec les images vidéo. C'est très important de recueillir les images. Le fait de voir le patient va aussi nous permettre d'authentifier un diagnostic. Ça va être vraiment fondamental pour la prise en charge ultérieure. Donc, les traitements peuvent être médicamenteux. Donc, dans le cadre du patient, c'était le cas. Les nuits sont plus calmes. Je dors normalement maintenant. Le résultat est là. On se revoit dans 6 mois. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Voilà, malheureusement, dans certaines situations, des médicaments seront nécessaires, mais dans la majorité des cas, on peut faire sans, à condition de suivre vos précieux conseils. Alors justement, longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Est-ce que Marcel Proust avait raison de se coucher tôt? Est-ce que les heures avant minuit sont plus réparatrices, comme le disait ma grand-mère, Béatrice? Alors, de manière générale, oui. Les heures de sommeil avant minuit vont être plus réparatrices. Après, c'est aussi individuel parce qu'on a chacun nos rythmes de sommeil. Donc, il y a par nature des couches tôt et des couches tard. On n'est pas les deux en général. Il faut suivre son rythme en fait. Il faut connaître son rythme. Ça, c'est très très important. Il faut écouter son corps pour suivre son rythme. Mais de manière générale, même si on est couche tôt, couche tard, il vaut mieux quand même aller se coucher avant minuit pour qu'on ait une meilleure sécrétion de mélatonine. Oui, et d'hormones de croissance aussi qui réparent. Et d'hormones de croissance. Vous êtes des couches tôt ou plutôt couches tard? Enfin, on l'a dit couche tard avant minuit quand même. Couche tard. Mais avant minuit? Oui, alors j'essaie, mais ma nature serait de prolonger. D'accord. Et vous, Aurélie? Plutôt couche tard aussi, mais je fais en sorte d'avoir du temps avant minuit de sommeil. Quelles sont les autres erreurs que nous faisons le plus souvent et qui peuvent nous empêcher de dormir? Les erreurs les plus fréquentes, c'est le fait d'être trop à l'intérieur, de voir trop peu la lumière du soleil, en tout cas la lumière naturelle. Le fait de peu bouger,
On est comme très sédentaire, alors qu'on sait que le mouvement va vraiment... C'est ce que disait un des témoins dans le reportage. Quand je n'ai pas bougé de la journée, le soir, j'ai du mal à m'endormir. Et puis, ça va être le fait de manger trop tardivement, par exemple, d'avoir des chambres qui sont trop chauffées. Si on a trop chaud, on sait que le sommeil ne va pas pouvoir s'installer correctement. Le fait aussi d'être sur les écrans le soir, et d'ailleurs, une des personnes en parlait effectivement. C'est un message qui commence à rentrer. Oui. C'est la lumière bleue qui va empêcher la synthèse de mélatonine. Et puis le lit, c'est pour dormir aussi. Oui, effectivement. C'est sûr que si on regarde la télé dans sa chambre, qu'on mange en plateau télé dans sa chambre, qu'on fait plein de choses dans sa chambre, le cerveau associe moins le lit au repos. Et donc après, on peut rester en vigilance et éveiller plus qu'on ne souhaiterait. Et les siestes, pas de sieste trop tardive non plus Les siestes trop tardives, ça dépend de l'heure à laquelle on se couche, effectivement. Mais une sieste à 18h, par exemple, va tellement éponger la pression du sommeil qu'on peut se retrouver avec des endormissements tardifs. Donc les siestes, elles peuvent être géniales, mais plutôt à la mi-journée. D'accord, avant 16 heures. Et pas trop longues. Alors, vous disiez tout à l'heure, justement, attention à ce qu'on va manger le soir, pas dîner trop tardif, mais attention également à ce qu'on peut manger pendant ce dîner. Oui. Ce que l'on va manger va affecter la qualité du sommeil et puis l'endormissement. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait éviter le soir? Éviter le sucre. Éviter tout ce qui est trop sucré, trop excitant aussi, bien sûr. Mais moi, je pense que les protéines sont très importantes, et notamment le soir, parce qu'à partir des protéines, on va tirer des acides aminés, le tryptophane, et le tryptophane va être métabolisé en mélatonine. Sérotonine, mélatonine. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Alors qu'on a plutôt tendance à dire non, le soir, il faut manger plutôt du sucre glucidique, alors que... Je suis persuadée que les protéines sont très importantes le soir. Alors après, on va éviter évidemment peut-être les protéines trop lourdes, les viandes en sauce, etc. Mais en tout cas, des protéines... pas des quantités non plus. Voilà, mais du poisson ou des choses comme ça, ou du poulet. Attention également à l'alcool. Beaucoup de gens pensent que l'alcool les aide à bien dormir parce que ça les détend. Oui, mais c'est vraiment une idée reçue, c'est un faux ami, l'alcool. On a l'impression qu'on s'endort mieux, et pour certaines personnes, c'est vrai. Mais par contre, ça vient complètement déstructurer le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a plusieurs phases de sommeil qui sont très distinctes. Le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal. Et l'alcool vient couper le sommeil paradoxal, soit en partie, soit en totalité. Et donc, on se retrouve avec un sommeil de mauvaise qualité, qui est donc peu récupérateur. Il vaut vraiment mieux boire de l'eau, on n'y pense pas assez, mais l'eau est très importante pour le sommeil. Et pas n'importe quelle eau, L'eau, c'est vrai que c'est un vaste sujet, l'eau. Ça pourrait être une autre émission. Oui, complètement. Mais l'eau et le sommeil, est-ce qu'il y a une eau particulière qui favorise le sommeil? Alors, moi, je conseille toujours des eaux qui vont être peu minéralisées si ce sont des eaux en bouteille. Et sinon, après, si on a la possibilité de filtrer son eau, ça permet d'avoir une eau de meilleure qualité. C'est le top du top. Alors, imaginons, nous avons réussi à réformer notre hygiène du sommeil en suivant à la lettre vos conseils. Mais malheureusement, le sommeil n'est toujours pas au rendez-vous. Il y a peut-être des stresseurs invisibles, donc plus sournois, qui vont perturber notre sommeil, comme par exemple une carence en certaines vitamines et minéraux. Oui, bien sûr. Pour que le corps fonctionne correctement, il a besoin de tout. Alors, tout, c'est bien facile à dire. Il faut bien sûr manger équilibré pour avoir de tout, mais il peut y avoir des carences en fer, il peut y avoir des carences en magnésium, en vitamine B6, même la B12 et le folate, la B9, qui peuvent contribuer à une moins bonne qualité de sommeil. Ouais, manque de magnésium, ça c'est vrai, parce que le magnésium, ça permet de nous détendre. Et le fer, manque de fer, ça peut être aussi lié au syndrome, ce fameux syndrome des gens sans repos. Oui, tout à fait. On n'y pense pas toujours, mais c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens en fait qui sont anémiés sans le savoir. C'est très très commun. Et donc on peut avoir ces jambes, ces fourmillements dans les jambes pendant la nuit. C'est plutôt le besoin de bouger. C'est pas forcément des fourmillements. Les fourmillements, c'est plus un déficit en B12, mais le besoin impératif de bouger qui empêche les gens de s'endormir. Et ça peut être lié à un manque de fer ou à un manque de dopamine aussi. Voilà. Ou les protéines le soir qui peuvent être intéressantes. Ouais. Et la vitamine D également. La vitamine D, oui, la vitamine D, très souvent insuffisante. Chez la majorité des gens, on est tous carencés en vitamine D. On devrait tous faire un dosage et se complémenter. Mais il faut aussi bien se complémenter, pas être en surdosage non plus. Et puis, allons chercher également du côté des hormones. Ce n'est pas par hasard si à la ménopause, vous nous en parliez tout à l'heure, les femmes se plaignent très souvent de problèmes de sommeil parce qu'on a une baisse de cette fameuse progestérone. Oui.
Oui, alors en fait, à la ménopause, nos hormones changent, le taux d'hormones va diminuer et nos hormones sont très liées avec nos surrénales. Les surrénales, ce sont 2 glandes sur les reins et les surrénales sécrètent le cortisol. Et le cortisol est en opposition avec la mélatonine. Donc à la ménopause, avec les changements hormonaux de progestérone, d'œstrogène et de testostérone, on a une influence sur les surrénales et les surrénales ont une influence sur les hormones sexuelles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi j'ai toujours dit, et je dis toujours à mes patientes, que pour vivre une ménopause au mieux, de la manière la plus simple et facile, il faut beaucoup s'occuper de ses surrénales. Donc ça a beaucoup à voir avec le stress, dont on en parlera dans la dernière partie, bien sûr. Voilà, pour épargner ses surrénales. Mais il faut s'occuper de ses surrénales, c'est crucial. Je suis bien d'accord avec vous. Une hypersensibilité à certains aliments aussi pourrait entraîner des réveils nocturnes. Là, je ne parle pas d'allergie alimentaire, mais des aliments qu'on ne tolère pas très bien. Oui, c'est ça, et des aliments qui, sur le papier, vont être dits très bons pour la santé. Mais effectivement, ça s'appelle des allergies retardées de type 3, donc ce ne sont pas des allergies directes, mais ça fait référence à certains aliments qui vont être d'ailleurs très différents en fonction des individus et qui vont faire réagir le système immunitaire. Et donc ça peut provoquer des bouffées de chaleur, ça va provoquer une hausse globale de la température et donc des réveils nocturnes, ça peut provoquer aussi des douleurs ou de la constipation qui vont avoir des répercussions sur le sommeil. Donc on peut faire des tests aujourd'hui. Il y a des tests qui existent effectivement pour ensuite pouvoir mettre en place un petit protocole pour pouvoir s'occuper de ses intestins, de sa muqueuse intestinale, de son microbiote intestinal aussi en parallèle de laisser un petit peu son corps tranquille avec certains aliments, et puis ensuite de les réintégrer petit à petit. Voilà, c'est-à-dire quand ça va le temps mieux. de réparer ses Exactement. intestins, on enlève ces aliments qui sont un peu inflammatoires et qui vont créer ces hypersensibilités alimentaires pour pouvoir les réintroduire, parce que l'idée évidemment c'est de ne pas faire de toute façon, de régime d'exclusion, bien sûr. Attention aussi à la Wi-Fi chez les personnes électrosensibles. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je dirais la Wi-Fi, mais de façon plus globale, en fait, les champs électromagnétiques, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément on vit entouré de champs électromagnétiques de façon très, très importante. Et donc, effectivement, c'est très fatigant pour les organismes. Et donc, certaines personnes vont être dites électrosensibles. Ça veut dire que ça se manifeste encore plus fortement que pour d'autres. Mais on y est tous soumis, on y est tous sujets. Donc, c'est vrai que ça entraîne un sommeil de moins bonne qualité. Donc, il faut être ce qu'on appelle électroconscient, c'est-à-dire qu'on débranche les choses qu'il y a dans la chambre. On ne dort pas avec son téléphone sous l'oreiller, on se met en mode avion. Enfin, voilà, il y a plein de bons gestes à avoir pour que la chambre puisse être un lieu épargné le plus possible. Et débrancher la Wi-Fi, bien sûr, en fait partie. D'accord. Notre posture aussi, la stabilité de notre corps sont des facteurs qui peuvent aussi influencer notre sommeil. On n'y pense pas forcément, mais... Oui, la posture avec aussi le choix du matelas, le choix de l'oreiller, comment on est dans le lit. Donc cette posture physique qui va faire qu'on n'a pas de douleur et qu'on peut dormir complètement. Mais derrière ce mot de posture, je voudrais aussi dire la posture et la relation et le regard qu'on a vis-à-vis de son sommeil. Dans la relation qu'on a avec soi-même, cette posture aussi au sens un peu plus philosophique, elle compte tellement pour l'endormissement et pour le rendormissement s'il y a un réveil nocturne que c'est important de le citer aussi. Qu'est-ce qu'on se dit? D'accord. Juste, quand on parlait de position dans le lit, est-ce qu'il y a une position à privilégier? Alors là, pour ne pas avoir douleur, pour mieux dormir, pour ne pas faire de l'apnée du sommeil ou ce genre de choses. Enfin, mieux respirer en tout cas. C'est très individuel, les positions de sommeil. Le principal, c'est de se sentir bien. Il semblerait que la position la plus physiologique, ce soit sur le côté. Sur le côté. Mais beaucoup de personnes vont dormir sur le ventre ou sur le dos. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souci en fait. Et enfin, ce n'est pas un scoop, une mauvaise gestion du stress dans la journée et dans la majorité des cas associés à des insomnies chroniques. Il y a un lien très très fort, on en parlait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas toujours conscience de l'existence de ce stress chronique. Oui, les gens ont un fonctionnement, j'ai envie de dire, sans conscience un peu, j'exagère, mais robotique. On dort, on se lève, on se prépare, on boit son café, nanana, on emmène les enfants à l'école, etc. Et on n'a pas forcément conscience des stress qui sont là au quotidien et qui peuvent... au fur et à mesure, entamer la qualité de notre sommeil. On est pris dans cette frénésie quotidienne. Voilà. Et c'est notre mode puis de vie, on compense. On va boire du café, on va fumer la cigarette, on va
peut-être aller à la salle de sport pour se défouler, pour vider ce stress, ce qui n'est pas une mauvaise solution, hein, c'est mieux que d'aller fumer. Mais comment vous aidez vos patients à prendre conscience de leur mauvaise gestion de ce stress émotionnel durant la journée? Parce qu'à part les troubles du sommeil, quels sont les autres signes qui peuvent nous mettre sur la voie? Oui, il y a plusieurs signes, comme par exemple le fait d'avoir des compulsions alimentaires, le fait de se sentir tout le temps fatigué, ou à l'inverse, d'être tout le temps un peu en frénésie intérieure, comme si on était tout le temps jamais speed, se poser, Quand on est irritable, quand on manque de motivation, qu'on a du mal à être enthousiaste, ça veut dire que le stress, il nous submerge trop finalement. Donc ça permet de prendre conscience, les problèmes de transit aussi, les problèmes de peau. Il y a plein de facteurs qui peuvent être identifiés et qui peuvent vraiment induire le fait de faire un break qui devient nécessaire. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais en plus du stress, il peut y avoir aussi des douleurs musculaires, articulaires, intestinales ou autres qui vont générer des troubles du sommeil. Nous sommes allés justement à la clinique Mutualis La Sagesse à Rennes rencontrer Frédéric Vanier-Lehéris. Elle est sophrologue et son métier, justement, c'est de nous apprendre à mieux gérer notre stress et à calmer nos douleurs pour faciliter notre sommeil. C'est un reportage de Simon Barouf. Comment allez-vous? Pas trop mal. Bon. Sylvie est atteinte de fibromyalgie. Sujette à d'importantes douleurs musculaires, à une fatigue chronique et à de fortes angoisses, elle suit depuis plusieurs années des séances de sophrologie. Inspirez, retenir l'air, contracter doucement tous les muscles du corps en même temps, là, comme si votre corps était un élastique, et puis expiration. Ça me permet de me détendre. Je suis une personne stressée, tendue. Et dès que je pratique la sophrologie, après une demi-heure, je me lève de mon lit quand je suis allongée et je me sens beaucoup plus détendue, moins douloureuse. Mon corps est moins lourd, donc je suis bien. Après 27 ans de prise de somnifères, la patiente espère aujourd'hui se passer de médicaments pour retrouver le sommeil. La sophrologie qu'elle pratique également à la maison pourrait être une alternative. Là, par exemple, avant de diminuer le traitement, c'est de pouvoir remplacer, entre guillemets, ça par autre chose, permettre à la personne d'agir sur son sommeil, sur sa capacité à récupérer, pour pouvoir peut-être après amorcer ces diminutions de médicaments de façon plus sereine, et puis surtout voilà, très, très progressive, en étant bien sûr accompagnée par un médecin dans ce cadre-là. Pour lutter contre les troubles du sommeil, l'anxiété ou les douleurs physiques, la sophrologie doit être reproduite en autonomie régulièrement. Alors, en micronutrition, en dehors de la sophrologie, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller en complément pour améliorer son sommeil? On a parlé tout à l'heure du manque de magnésium. Voilà, si on se réveille en pleine nuit, si on a des réveils nocturnes, ou si au contraire on a du mal à s'endormir, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, Béatrice? Oui, donc pour moi, c'est très, très lié, encore une fois, au fonctionnement des surrénales. Donc, j'ai un produit un peu chouchou pour les surrénales qui fonctionne tellement bien dans tellement de situations. Alors, c'est difficile à prononcer, hein, je vous le dis. C'est la phosphatidylsérine. On l'appelle PS pour phosphatidylsérine. En fait, c'est un acide aminé. Donc, encore une fois, c'est dérivé des protéines. Mais l'avantage de ce remède-là, c'est que ça régule le cortisol. Donc, quelle que soit, je vais dire, à l'heure à laquelle on peut se réveiller, ou si on a du mal à s'endormir, ou si dans la journée, on est trop énervé, ou si dans la journée, on a des coups de mou, ce produit va réguler. Il est adaptogène, en fait. C'est un superbe adaptogène. D'accord. Après, il y a d'autres adaptogènes un peu plus connus dans le monde des plantes, comme l'ashwagandha en médecine ayurvédique. Il y a le basilic sacré. Il y a le safran qui peut être intéressant parce qu'il a un côté antidépresseur, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience avec ce mot PS et que ça fonctionne dans beaucoup de cas. Et pour l'endormissement, et s'il y a des problèmes de réveil nocturne. C'est vrai que pour l'endormissement, on parle toujours de la mélatonine, mais il n'y a pas que la mélatonine. D'ailleurs, chez certaines personnes, ça ne marche pas ou c'est mal supporté. Non, puis c'est un petit peu délicat en fait d'utiliser la mélatonine. Alors c'est vrai qu'il y en a pour qui ça aide, il y en a d'autres qui se réveillent avec un petit peu la gueule de bois, donc ça leur convient. Et puis ça peut créer une dépendance aussi. Et ça peut créer une dépendance. Et puis l'idée, pour moi, c'est pas de faire du remplacement d'hormones, mais c'est d'aller aux sources. Et de réguler
Et de rééquilibrer, donc de faire de l'éducation, d'hygiène de sommeil, etc., tout ce dont on parle, et puis de réguler le système hormonal. Voilà. Et penser à respirer, comme vous le disiez Aurélie, si on se réveille en pleine nuit, c'est vrai que la cohérence cardiaque, ça peut aider. La cohérence cardiaque peut aider, effectivement. Après, il y a énormément de techniques de respiration qui existent. Le principal, c'est que la personne se sente bien dans son petit exercice de respiration. Alors, ça peut être la cohérence cardiaque, donc on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps. D'autres personnes vont être plutôt à l'aise avec j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 6 temps, parce que l'expiration plus prolongée est particulièrement apaisante, surtout la nuit. Mais dans tous les cas, le fait de se concentrer sur sa respiration et d'observer ce qui se passe, rien que ça, c'est déjà apaisant. Ah, mais ça marche très très bien. Moi, je sais que ça m'arrive de me réveiller. Je fais quelques respirations. En général, je me rendors. Non, ça marche très très bien. Un grand merci à tous les deux. Merci à nos 2 Sleep Angels. Grâce à vous, nos nuits vont être beaucoup plus belles. Alors, ce qu'il faudrait retenir dans cette émission, attention donc à ces fameux stresseurs invisibles qui vont perturber notre sommeil, comme un déséquilibre hormonal. Donc, soignez vos surrénales, mesdames, surtout au moment de la ménopause. Attention aux hypersensibilités alimentaires ou encore à des mauvaises postures. On n'en a pas parlé, mais la thyroïde aussi, ça peut jouer un rôle. Quand on est en hypothyroïdie, une thyroïde qui fonctionne au ralenti, ça peut avoir des répercussions sur le sommeil. Et puis, une mauvaise gestion du stress pendant la journée peut également conduire à des troubles du sommeil. Donc, pensez à respirer, c'est le meilleur outil anti-stress, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit. Un grand, grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.